Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Tribu de Radio Ma'arif. Nous sommes encore une fois avec Hassan Al-Cheikh, dont je rappelle le livre Le Maroc rural, dictionnaire socio-anthropologique, plein de petites définitions très utiles pour s'y retrouver dans notre monde, puisque tout ce que tu décris a encore des résonances aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de magie. Quelle bonne idée. Est-ce que ça te fait plaisir de parler de magie ? Alors, c'est un point commun entre le milieu rural et le milieu urbain. Il y a de grandes différences. Alors, la magie, il faut retenir, c'est un mode de pensée. On peut être citadin et mépriser un peu ce mode de pensée, ça regarde les gens. Comme tu le dis, ça touche le monde citadin aussi. Hein. Oui. Avec des différences, des variations assez substantielles. Donc, c'est un mode de pensée. Et en gros, vous avez 3 dimensions. La dimension culturelle, sociologique et affective. Alors, je ne vais pas parler de toutes ces dimensions, mais je rappelle tout simplement que lorsqu'on parle de la dimension culturelle, c'est en gros comment les gens expliquent quelques malheurs. Des malheurs qui sont des malheurs extraordinaires, pas n'importe quel malheur. Donc ça peut être un décès soudain, ça peut être de la malchance, etc. Et dans une certaine mesure, soit la sorcellerie, soit la magie, soit la religion. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc il y a une série, une option, une palette d'options pour les gens pour dire ça m'est arrivé, je suis responsable de ça. Ça m'est arrivé parce que quelqu'un m'a ensorcelé. Ça m'est arrivé parce que c'est les destins, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, ça s'inscrit dans dans cette palette d'options. Ça, c'est la dimension un peu culturelle, la causalité, parce que la magie, historiquement, c'était surtout lorsqu'il y a une certaine performance, lorsqu'il y a une certaine pratique, lorsqu'il y a des rites qui sont exécutés. Au milieu urbain, on écoute souvent la femme qui va rouler le couscous avec la main gauche d'un mort, etc. Donc on peut s'arrêter à ce niveau et dire c'est bizarre et passer à autre chose. Et passer à autre chose. On circule. Maintenant, si on se dit mais pourquoi la main gauche est liée à la magie ? Pourquoi le cimetière ? Pourquoi c'est secret ? Pourquoi les gens, lorsqu'ils prient, ils prient en public ? Lorsqu'ils font de la magie, ils la font secrètement et clandestinement. Donc vous avez l'aspect sociologique, la dimension sociologique de la religion, c'est la publicité. Il y a un appel à la prière, il y a un appel, etc. Donc les gens prient, et parfois même ils peuvent se montrer en train de prier. Et puis la magie, elle est beaucoup définie par le caractère secret. Mais même honteux, on peut dire. Il y a une dimension. On se cache, bien sûr, on se cache, on ne veut pas être magicien. Et donc, il y a les deux. Il y a la religion qui soude la communauté, qui fait que la communauté est une communauté. C'est le consensus un peu. Ouais. Exactement. Et puis, il y a la magie qui est un peu, on va dire, la manifestation des tensions sociales. D'accord. C'est-à-dire, parce que, si on veut un peu même aller plus loin, lorsque quelqu'un dit « moi, j'ai eu tel malheur, c'est Dieu, j'ai eu tel malheur, je suis responsable », il ne fait pas référence aux tensions sociales. Oui. Maintenant, lorsque on est dans le monde de la magie, surtout de la magie noire, de la sorcellerie, on veut identifier qui a fait quoi. Voilà. Est-ce que c'est mon voisin ? Est-ce que c'est mon parent ? Est-ce que c'est mon proche ? Etc. Donc si vous êtes dans 2 types de sociétés, et si vous voyez un peu, regardez quel est le type, quel est le mode d'explication le plus fréquent, c'est un bon indicateur pour voir s'il y a des tensions sociales dans cette société ou pas. Donc ça, c'est un peu le côté sociologique, si vous voulez. Le côté affectif, c'est un désir. C'est un désir de nuire, ou un désir d'avoir des enfants, un désir de garder son mari. De gagner de l'argent. De gagner de l'argent, d'avoir un visa. Donc il y a tellement... toutes les demandes sociales sont là. Et puis il y a une certaine pratique, ça peut être une pratique un peu professionnelle, donc vous devez recourir à X, qui est magicien, qui est reconnu pour, quand vous pouvez recourir vous-même à des rites qui sont reconnus magiques. Donc il y a l'autre type, c'est un peu la professionnalisation. Le désir, pour revenir au désir, Malinowski, un anthropologue du début du XXe siècle, disait que le désir de réussir quelque chose ne se transforme en un acte magique qu'en des situations où la personne est incapable de réaliser ce désir. Quelqu'un qui est sûr que son épouse l'aime bien, voilà, donc, ou l'inverse. Enfin, un homme qui est sûr que son épouse, et une épouse qui est sûre que son mari, donc il ne va pas recourir à la magie. Là où il y a de l'incertitude... Ou de l'incompétence. Non, beaucoup plus de l'incertitude. Je pensais plutôt au monde sportif. Ça va être la petite équipe qui va tenter d'utiliser la magie contre la grosse équipe. Oui. Mais c'est de l'incertitude. C'est de l'incertitude. C'est là où il y a de l'incertitude, on recourt à la magie. Et il a donné un exemple magnifique, qui est très simple.
C'est pourquoi je le reprends souvent. Je ne sais pas si je l'ai repris dans le dictionnaire. C'est tout simplement le village ou les tribus qu'il observait recouraient au rite magique lorsqu'ils pêchent dans les hautes mers et non pas lorsqu'ils pêchent dans les lagunes. D'accord, c'est plus dangereux. C'est plutôt. Donc, il y a des moments, c'est ça le côté affectif, il y a des moments dans la vie d'une personne qui fait qu'il est fragile, qui fait qu'il est faible, et qui sait que les recettes pragmatiques n'ont pas fonctionné ou ne fonctionneraient pas. Maintenant, pour revenir au sport, même si je n'ai pas parlé du sport, le fait de baiser le ballon, le fait de... Ah, c'est le penalty. Oui, c'est le penalty. C'est pas une touche. C'est le moment précis. Exactement. Donc, parfois, dernière minute, au corner, on faisait également le... Mais pas tout le temps. Mais pas le coup. Non, mais bien sûr, mais même même au niveau de la religion, puisque tu faisais la religion consensuelle et la magie un peu secrète, même dans des moments exceptionnels, tu peux aller chercher un secours religieux. Quel que soit ton niveau de religiosité dans ta pratique quotidienne. La prière, oui. D'ailleurs, la prière, c'est l'opposé de l'incantation chez le magicien. L'incantation, l'azima, il y a du pouvoir, il y a de l'autorité. Donc, il dit au djinn, voilà ce que tu dois faire, Mais la prière, on prie Dieu, donc on n'est pas dans un rapport de force. Alors, puisque tu as parlé rapidement des rituels, j'ai trouvé beaucoup de choses qui se rapportent au sel et au fer. Est-ce qu'on a une idée pourquoi le sel et pourquoi le fer? Je ne sais pas, ça m'a collé tout ça, les clés par exemple, parce qu'elles sont en fer, mais... Oui, c'est très difficile de donner. Moi, j'évite ça, sincèrement, parce que je n'ai pas les moyens. J'évite les conjectures et pas les hypothèses un peu que je ne peux pas vérifier. Il y a maintenant, pour le fer, la forge, le feu au début, d'après quelques explications, mais qu'on ne peut ni affirmer ni infirmer. Ouais. Non, mais bien sûr, on suppute. Et donc le forgeron, la place du forgeron, même au Maroc, était spéciale. Il était assuré par des lignages, par des groupes subalternes, presque un système de caste, proche du système de caste, donc ils étaient... Un savoir-faire un peu transmissible, quoi. Donc ça peut être lié à ça, mais peu importe. L'essentiel, c'est l'usage. Moi, je suis anthropologue, je vois un peu les gens, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ils le font, quel est le sens qu'ils donnent, soit au fer, soit au sel. Surtout au sel. Parce que c'est un symbole qui est un peu commun aux ruraux et aux citadins. Alors, le sel, tcharkna ta'am, tcharkna al-melha, en Égypte également. Donc même en Europe, le sel pour éloigner... Voilà, il y a le sel au garlic. L'ail. L'ail. L'ail, donc il y a plusieurs. L'essentiel, ce n'est pas le symbole lui-même, mais l'essentiel, c'est l'usage significatif du symbole. Donc, le sel rapproche les humains. Le repas commun rapproche les humains. D'accord. Quand il y a un repas commun, donc c'est une sorte de pacte. Donc quand on mange en commun, donc la relation prend un cran un peu. Donc il devient beaucoup plus... Et donc vous pouvez me mentir, mais lorsqu'on mange en commun, lorsqu'on partage du sel... Le statut de la relation change. Exactement, et donc il faut beaucoup plus de respect. Le même symbole est utilisé pour éloigner les genoux. Donc pour éloigner les genoux, on jette du sel dans les rabattre, dans les coins de rue, ou pour éviter que le sacrifice de Eid al-Kbir ne soit pas, le sang du sacrifice ne soit pas consommé par les genoux, on jette un peu de sel, etc. Donc, et on m'a dit, il y a des petites phrases comme ça, de mes interlocuteurs, ce qui nous sépare des autres, c'est-à-dire les genoux, c'est le sel. C'est tout, hein. Ce qui cache les genoux, c'est le sel. On peut même me dire les diabétiques, qui ne mangent pas, enfin, pas les diabétiques, ceux qui... les hyper tendus. Les hyper tendus qui ne mangent pas le sel, peuvent regarder les genoux. Des choses comme ça. D'accord. Donc le plus important, c'est ce cri. Comme pour la magie et la religion, c'est le mode d'explication que les gens vont adopter pour expliquer leur malheur, pour expliquer leur exploit, pour expliquer beaucoup de choses. Là également, c'est une classification, à la fois de les humains les plus proches de moi, c'est les humains avec qui, ou les personnes avec qui j'ai mangé, d'accord, j'ai partagé le sel, et puis les genoux, lorsque je vais les prier, les paysans, lorsqu'ils prient les genoux, de partager avec eux quelque chose, donc ils ôtent le sel. D'accord. Donc il est interdit de saler la nourriture du marouf, par exemple. Pourquoi? Parce que c'est une invitation des genoux à partager. On va dire, pour quelqu'un qui interprète un peu de façon rapide, c'est la communion avec la nature, parce que les genoux, un peu, c'est le concept de la nature. Puisque tu parles de nature, c'est l'occasion de rappeler que toutes ces choses ont démarré dans un monde rural, puisque tout le Maroc était rural, où les éléments naturels sont très déterminants dans ton quotidien, la pluie, la grêle, les sauterelles. Donc on est dans un monde où on est quand même beaucoup plus à la merci des éléments sur lesquels on n'a pas la main.
On n'est pas maître de ça, contrairement à quelqu'un qui aujourd'hui, je ne sais pas, qui a un métier moderne, disons, qui est informaticien par exemple, où il va faire son travail, qu'il pleuve ou qu'il va... Enfin, l'incertitude était grande, voilà ce que j'essaie de dire. Le risque était permanent et l'homme était fragile par rapport à ça. Non, on peut maintenant... on peut ne pas sentir ça, bien sûr. Bon. Mais si on fait un petit effort de compréhension, d'ailleurs c'est Max Weber, on a parlé, donc la différence entre la situation socio-économique du paysan, comme tu viens de le décrire, l'aléa, l'incertitude. Il dépend beaucoup plus de la nature que l'ouvrier, où il y a l'aléa également, parce que le commerce, le marché n'est pas sûr, mais il y a moins d'aléa chez les ouvriers. Et donc s'il y a un excès rituel apparent chez le paysan, parce que le calendrier rituel que j'ai décrit dans mes 2 livres, c'est immense. Je parle du calendrier, je ne parle pas des actes que doit faire la femme avec la vache lorsqu'elle est enceinte, lorsqu'elle met bas, etc., etc. Et le nouveau-né, le 7e jour. Donc il y a beaucoup de... Ouais. Donc oui, ça veut dire également encore, merci pour la relance, ça veut dire tout simplement que tout ça, ce n'est pas qu'on est moins intelligent, plus intelligent que le paysan. Plus ou moins dépendant. Exactement, si on se met dans une situation où il y a de l'incertitude, où il y a de l'aléa, etc., bon, il est possible, maintenant bien sûr on est socialisé dans une... Mais il est possible, si on est socialisé dans ce type de culture, on va faire la même chose. Donc ce n'est pas une question d'intelligence, de mentalité. C'est une question, je pense, aussi de contrôle qu'on a sur notre vie. C'est-à-dire que quand tu es par exemple en prison, tu vas chercher une spiritualité parce que tu perds tout complètement ton contrôle sur tes déplacements et ton quotidien. Moi, avec mes étudiants, je leur dis, bon, imagine... Voilà, tu prends le bus, crevaison, tu descends de bus, je ne sais pas, quelqu'un te vole ton cartable, tu pars juste après, il y a ton soulier qui se déchire, et puis tu vas quand même... tu vas être bousculé, tu vas être déstabilisé. C'est ce qu'un humoriste avait résumé, je ne sais pas qui c'est, mais je vais le répéter, en disant, prenez le concept de l'athéisme, et séduisant jusqu'au début des secousses dans l'avion. À ce moment-là, c'est fini. Voilà, on commence à... Voilà. Les Indochines. Et donc, c'est des situations, et donc tout dépend de l'offre de la société. Qu'est-ce que la société... Qu'est-ce qu'on a sur le marché? L'environnement, qu'est-ce qu'on a sur le marché? Comme explication et manette. Exactement. Voilà. Alors moi, j'ai une question, tu parles rapidement des genoux. Qui est Cham Harouche? Alors, c'est mon 2e livre sur le sultan des autres. Sidi Cham Harouche, c'est un sanctuaire dans le Haut-Atlas, que tu connais, sur la route de Tobkal, de 3000 d'altitude. Cham Harouche, c'est un personnage, à la fois, on va dire, pas romanesque, mais c'est un personnage de Mille et une nuits. Donc on le trouve dans le Mille et une nuits. C'est un personnage également qu'on trouve dans les livres de magie. Donc c'est lui le sultan des Genoux, le jeudi, parce qu'il y a d'autres, il y a Abiad, il y a Borqan, etc. Donc, mais lorsqu'on lui rajoute le mot Sidi, lorsqu'il y a un sanctuaire, lorsqu'il y a des rites de ziyara qui ressemblent aux rites de tous les autres saints, donc il devient ça. D'accord, alors autre question. Tu vois, on parle du romanesque, du magique, le même nom aux religieux. Alors, moi j'ai été frappé par, quand on parle de quelqu'un qui est envoûté par la richesse du vocabulaire, alors tu parles de Mdroub, Mchir, Mskoun, Mzaout. Ça fait beaucoup. Mzaout. Mzaout. Mzaout, حاجة أخرى. Non, Mzaout, c'est amoureux. Plus qu'amoureux. Mzaout, c'est un fou, un amoureux fou. Ouais. Donc il y a beaucoup de précisions dans. Est-ce qu'il y a des degrés là-dedans? Alors, bon, le premier. Mdroub. Mdroub ou Mchir, c'est à peu près la même chose. Vous avez une explication par les malheurs qui est attribuée au genoun. Rappelle-toi la question des tensions. Est-ce que ça implique des tensions sociales? Non. Je sors de la société. Je sors de la société. Donc, j'ai eu telle maladie, et donc je ne vais pas l'attribuer au cousin, je ne vais pas dire il y a de la magie, je ne vais pas dire il y a de la sorcellerie, l'aïn, je ne vais pas dire, je vais l'attribuer. Donc, la palette dont je t'ai parlé. Ouais. Et donc, il y a des moments où les gens, parce que bon, c'est une culture, ils vont choisir telle explication ou pas telle autre. Alors, Mdroub, c'est le djinn t'a uniquement frappé. D'accord? Il y a un autre en berbère, j'arrive pas à le traduire en français, Darija Targo. Ah, Targo, il l'a embarqué. Il est passé à côté de lui. Il l'a embarqué. Il n'est pas embarqué. Donc, Islit, en berbère, il est passé à côté de lui. Il y a une maladie, mais il est très légère. D'accord. Il a senti le vent de... Voilà, Darboum Shir, tu as quand même le choc, tu as la faciès qui est un peu touchée. Et puis, le summum, c'est Mskoun.
Ah, parce qu'on il est habité. Parce que moi, c'est une possédé. Voilà, c'est possédé, c'est une confusion. Habité, possédé, c'est une confusion entre le sacré et l'humain. Parce que les genoux sont considérés comme un être sacré, donc il y a des rites à accomplir avant d'aller la nuit pour irriguer ou avant de aller dans des coins où c'est supposé être habité par les genoux. Donc tu as une gradation des maladies qui va de Targo, il est passé à côté de lui, il l'a frappé, et puis il est possédé. Donc voilà. Moi, il faut quand même signaler que tout ce vocabulaire, on le sent, il dépasse largement le monde qu'on est en train de décrire. Il y a une expression chez les musiciens qui disent "nberdou sakin", c'est-à-dire on va faire la fête, quoi. En fait, on va sortir c'est de l'extase, un peu. notre habitant. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse amusante. Tu parles du ska. Alors pour moi, qui ont grandi dans des villes, c'est le poissard. C'est le type un peu mlahous, tu vois. C'est le type c'est le bougre. Le pauvre bougre en français. Et en fait, chez toi, originalement, c'est le type qui porte la poisse, quoi. C'est-à-dire, il faut pas le croiser. Et si tu le croises, il faut retourner te coucher. Ouais. Voilà. Il faut simuler le sommeil. Il faut simuler le sommeil. Ouais. Donc c'est un type identifié, quoi. Oui, ils sont identifiés, ils sont connus dans les villages. Donc, alors, ce gars. Oui, dans les Doukala, etc., ils utilisent le mot sga. Dans le milieu rural où j'ai travaillé, on parle de ofder ou osbeh, où il y a le fdor, où il y a le sabah. Donc quelqu'un que tu vas rencontrer le matin et qui va te porter la poisse et qui va être ne sait rien. La source des malheurs. Ne sait rien. Oui. Donc le plus intéressant, c'est encore une fois le mode d'explication des malheurs. Là, vraiment, on est dans les tensions sociales, on est dans un lignage X ou une personne Y qui est responsable d'eux. Maintenant, lorsqu'on parle de magie, il y a une certaine performance de rituel, une pratique de rite. Rouler le couscous avec la main gauche, etc. Là, il n'y a pas de rite. Lorsqu'on parle de ce type de sorcellerie, il n'y a pas de rite. L'Aïn, par exemple, l'Aïn, c'est en gros la même chose. Le Mayan, celui qui frappe avec les yeux, c'est également ce gars. Donc, c'est pas loin. C'est pas loin. Ah, c'est lui qui a l'œil, oui. Exactement, c'est celui qui frappe avec ses yeux, enfin le mauvais œil, qu'on partage dans la Méditerranée, donc c'est une culture méditerranéenne. L'essentiel de tout cela, c'est l'explication des malheurs. Donc on est dans le cognitif, on est dans le mode de pensée, le mode d'explication. Maintenant, il est intéressant que, moi je le prends en tant qu'anthropologue, il est intéressant que tu dises, moi le mot de ce gars maintenant, il me fait rire. Et ça fait partie du processus des rituels, de pas mal de rituels, qui étaient sérieux, qui deviennent spectaculaires, qui deviennent de la mascarade, qui viennent du rire. Ouais. Et ça fait partie, c'est pas qu'il ne faut pas le faire, c'est vraiment, ça fait partie. C'est la désacralisation, en fait. Exactement. Il faisait peur, d'abord il fait rire. Voilà, exactement. Et pas uniquement pour le sga, pour d'autres rituels. Bref, l'anecdote, c'est que j'étais en train de travailler sur la main gauche, et puis on a commencé à parler d'Ofder. Et j'ai dit, mais là, vous avez un lignage. Le gars était là, la personne était à côté de nous. Il a commencé comme ça à faire signe de sa tête pour me l'indiquer. Et il dit, comment il s'appelle? Il me dit, déjà Id Lasri. Le gaucher. Le lignage, il s'appelle Id Lasri. Donc, il y a cette explication de Ofder ou Osbeh. Even Pritchard, qui a travaillé sur la sorcellerie, on va terminer avec ça, pour Ofder, il a travaillé sur la sorcellerie. Il y a un passage, que je vais le faire très court, où la sorcellerie ressemble un peu à ça, à Ofder. Donc on ne connaît pas le sorcier, parce qu'il y a des rites pour identifier le sorcier. Et tous les malheurs, pas tous les malheurs, il y a certains malheurs qui sont attribués à la sorcellerie. Et une fois, Evan Pritchard était là, et puis le toit qui s'est effondré. Et Evan Pritchard veut jouer un peu le rationnel. Il me dit, bon écoute, le toit s'est effondré parce que les piliers ont été mangés par les termites, etc. Il me dit, oui, moi, on connaît ça, mais je connais. Mais ce que tu ne peux pas expliquer, c'est pourquoi les termites qui ont mangé les piliers, et le pilier s'est effondré alors que nous sommes dessous. Et donc ça réfère au concept de hasard et de coïncidence chez les Occidentaux, et même parfois dans notre culture. Oui, c'est le hasard. Mais pour lui, le hasard, c'est la sorcellerie. Eh ben, il y a une vidéo là pour revenir pour terminer aussi et faire le lien d'un spectateur de la Coupe du Monde récente qui est dans un stade au Qatar où il était habillé en blanc. C'est un Marocain mais il était habillé
à la mode qatari et il s'était pris une déjection de pigeon sur sa belle tenue. Et il faisait une vidéo, c'était drôle, c'était un peu viral. Il disait je vous رحبكم على ناس شحال كاين من الناس في هذا الملعب والحمام. Enfin, tu as le menhous. C'est également le menhous. Je voudrais juste terminer sur une dernière petite notion. J'y ai pensé quand tu parlais des tensions sociales. Je sais pas, on est aux frontières du sujet, mais je résiste pas, excuse-moi. Il y a des explications qui, voilà, il y a aussi des choses, des créations, des éléments un peu magiques qui expliquent, qui apaisent les tensions sociales. Et il y en a une qui m'est venue en tête en t'écoutant, c'est Regd. Regd, qui est cette explication d'une grossesse tardive ou enfin d'une veuve même parfois, où on t'explique que c'est un bébé qui était conçu du temps du mariage et qui est resté, au lieu d'être resté 9 mois comme on a appris en sciences naturelles, est resté 5 ans, 10 ans, qui est une explication un peu magique, mais qui est en même temps une explication qui règle des problèmes sociaux pour éviter d'avoir à jeter le blâme sur la dame ou je sais pas quoi. Donc il y a ce côté-là aussi d'explication qui, et je pense aussi, puisqu'on parle à un autre podcast qui a été réalisé avec Khalid Mouna, qui nous parlait du rituel de Lella Aïcha, à Sidi Ali ibn Hamdouche, où les personnes efféminées avaient comme explication à leur sexualité, ou à leur apparence en tout cas, cette malédiction de Lella Aïcha qui permettait aussi de sortir de sa responsabilité et d'éviter le jugement de la population ou de la société. Donc il y a ça aussi qu'il faut voir. Sans commentaire, tu l'as bien expliqué. Une sorte d'intelligence collective qui permet de sortir des situations où il y aurait beaucoup de tensions, peut-être même des violences. Hein. Bien sûr, mais c'est du paratonnerre. Hein. Voilà, donc ne prenez pas ce podcast comme une virée touristique au Moyen-Âge, mais parfois comme des solutions à des problèmes très concrets. Oui, bien sûr. Ben écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt, les amis. Merci à Hamza. Merci beaucoup. Merci. Le podcast Tribu est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.